Moi, je vais vous parler de mes travaux de thèse, notamment sur la optimisation fiabiliste des structures composites sous contrôle élastique. Cette thèse, elle est financée 100% en 1 entre les DA-Cube et les DMAS. Et comme on a dit, c'est encadré par Nicolo Fabian à MSAE et Christian Fagiano et Cédric Julien chez MC2. Et aussi dirigé par Didier Lecor au LISN. Alors, dans cette présentation, je vais d'abord introduire un peu les problèmes d'optimisation composite, de pourquoi on a besoin de cette thèse. Et voilà, après, une fois le problème introduit, je vais montrer un peu la méthodologie qu'on a développée et les travaux qu'on a fait pour développer cette méthodologie. Finalement, je vais appliquer cette méthodologie sur un cas d'étude qui est un cas d'étude un cas d'étude de l'ONERA, ou peut-être il y a des gens qui connaissent déjà. Et après, on va faire une petite conclusion, montrer un peu les perspectives de la thèse et ouvrir la discussion sur ces sujets-là. Alors, quand on parle de l'industrie aéronautique, c'est clair qu'on a de plus en plus besoin de structures qui sont très performantes, mais qui en même temps restent très légères. Et c'est ici que les composites restent des matériaux très intéressants, parce qu'ils nous permettent de faire un peu des structures avec des comportements sur mesure, pour contrôler les comportements de nos structures en changeant les paramètres de notre composite. Ça, c'est très intéressant, mais il faut aussi que nos structures soient robustes et en même temps fiables. Et les processus de fabrication de ces matériaux composites, il y a beaucoup d'incertitudes qui sont liées à ce type de processus. Alors, quand on parle de matériaux composites, on a beaucoup de types de composites. Mais dans cette thèse, on s'intéresse surtout à des composites avec matrice de plastique, comme les classiques fibres de carbone. Et là, ce qu'on essaye d'optimiser ou d'améliorer, c'est ce qu'on appelle les séquences d'empilement. Du coup, dans notre structure, on a des structures en mode tôle. Et cette structure est composée par différentes couches ou empilements. Et dans chaque empilement, on a des fibres avec une certaine direction. Du coup, ici, c'est ce qu'on essaye d'optimiser ou de trouver, c'est en même temps combien de couches on a besoin dans notre structure et aussi quel est l'angle de la fibre dans chacune de ces couches de notre structure. Pour optimiser ça, on peut formuler notre problème d'optimisation. On la formule comme ça. Ça, c'est un problème d'optimisation qui est très étudié dans la littérature. On trouve énormément de cas. Et toutes les structures, la plupart des structures faites en composite sont des structures qu'on a déjà résolu ce problème. Et ici, ce qu'on a, c'est une fonction objective qu'on appelle f. Ça, c'est la fonction de performance. Et c'est la fonction qu'on essaye d'optimiser. Ça peut être une fonction très simple, comme la masse, par exemple, ou des fonctions très complexes, comme des réponses aéroélastiques de la structure. Après, on a une série de contraintes qu'on appelle G. Et ces contraintes, ça peut être des contraintes locales, comme la rupture de la fibre dans un certain endroit, ou des contraintes globales, comme la stabilité de la structure. Ça, comme j'ai dit, c'est un problème qui est déjà très étudié, mais ce qui n'est pas étudié, c'est comment on peut prendre en compte les incertitudes de fabrication dans ce type de problème. Quand on parle des incertitudes de fabrication dans les cadres de ma thèse, c'est ce qu'on parle, c'est ce que j'ai montré ici. Même si on essaye d'envisager un certain angle, dans les processus de fabrication, on peut avoir des petites variations dans les empilements de ces différentes couches. Du coup, on peut modéliser chacun de ces angles de notre séquence d'empilement avec une formulation statistique, notamment dans le cadre de ma thèse, j'utilise des distributions normales. Alors, une fois on prend ça en compte, il faut changer un peu la formulation de notre problème. Et c'est ce qu'on voit, c'est qu'au lieu d'optimiser directement la fonction objective, ce qu'on essaye d'optimiser, c'est l'espérance de la fonction objective, où on voit ici la notion de robustesse, ou une structure qui reste très performante, même s'il y a de petites variations dans les processus de fabrication. Et après aussi, on introduit la partie fiabiliste. On a la fonction des contraintes, et on a la probabilité de ne pas satisfaire la contrainte, et on veut que cette probabilité de ne pas satisfaire la contrainte soit plus petite qu'une probabilité limite qu'on va introduire. Alors ici, on a un problème qui est très non linéaire, qui est discrète, parce qu'on ne peut pas choisir n'importe quel angle, les angles sont donnés par les fabricants, et aussi qui est stochastique. Du coup, pour résoudre ce type de problème, notamment, on n'a pas beaucoup de choix et il faut aller avec des algorithmes génétiques. Du coup, on a un algorithme génétique qui va faire appel à nos fonctions objectives et nos contraintes et utiliser le résultat de ces fonctions objectives et contraintes pour faire plusieurs itérations jusqu'à arriver à une solution qui soit pseudo-optimale. Quel est le problème ici? Notre problème ici, c'est que
cette fonction objective et ces contraintes, ça peut prendre beaucoup de temps à calculer. Par exemple, dans un cas aéroélastique basse fidélité, on est dans la dizaine de minutes. Pour un cas aéroélastique haute fidélité, on parle des heures ou même des jours. Alors, c'est infaisable d'utiliser un algorithme génétique avec des fonctions qui sont très chères, parce qu'on doit faire des milliards d'appels à ces fonctions. Et c'est pour ça que dans ma thèse, on introduit une stratégie de métamodélisation ou des modèles de substitution. Du coup, on va prendre ces fonctions objectives et contraintes qu'on voit ici, et on va les substituer pour des métamodèles qui nous permettent d'avoir une réponse beaucoup plus rapide. On parle de moins de millisecondes. Alors ça, c'est très, très beau, mais il faut construire ces métamodèles d'une façon qu'ils ne donnent pas d'informations qui est fausse. Et pour construire ces métamodèles, il faut passer évidemment pour nos objectifs et contraintes réels. Du coup, ici, dans cette construction de métamodèles, c'est où il y aura les vrais coûts de calcul de notre optimisation. Ça, c'est un peu la structure globale de la méthodologie. Et après, on a découpé tout ce qu'on a fait dans 3 blocs, qui sont les blocs qu'on voit ici. C'est le développement de métamodèles, l'amélioration et la partie plutôt algorithme génétique. Alors, je vais expliquer un peu les 3 blocs. D'abord, la partie métamodèle, il faut choisir et formuler les métamodèles qu'on va utiliser. Il y a beaucoup de modèles de substitution métamodèles. Pour exemple, les plus simples, ça serait une régression linéaire. Et on peut aller jusqu'à cas très complexes comme ça sera le réseau de neurones. Et dans le cadre de cette thèse, on s'est intéressé surtout à les modèles d'éclisage. C'est un modèle qui était très accessible, notamment grâce aux travaux avec les génomes de Détis et Toulouse, et aussi qui nous permettent d'avoir des indicateurs de l'erreur de notre métamodèle, une chose qui est très intéressante quand on travaille avec des problèmes stochastiques. Après, une fois qu'on a formulé cette métamodèle, il faut créer et générer cette métamodèle. Et pour faire ça, il faut faire des plans d'expérience. Du coup, il y a un gros travail sur les plans d'expérience qu'on a fait pour générer ces métamodèles. Et après, pour enrichir ces métamodèles. Alors, au début, on crée notre plan d'expérience, on génère notre métamodèle. Et globalement, ce métamodèle il est de très basse qualité. Il donne des informations fausses. Du coup, il faut améliorer ce métamodèle. Et il faut l'améliorer d'une façon intelligente qui permette de réduire ces coûts de calcul de création de métamodèles. Et une fois qu'on a amélioré notre métamodèle, évidemment, il faut aussi valider ces métamodèles et voir si ces métamodèles il est avec une qualité acceptable. Ça par rapport à la partie métamodélisation. Et après, il y a aussi une grande partie de la thèse qui est basée sur la partie algorithme génétique et comment adapter les algorithmes classiques d'optimisation des composites pour prendre en compte ces incertitudes. On fait toute une étude de propagation d'incertitudes dans les différents espaces de modélisation des composites et adapter ces algorithmes génétiques de calcul de séquences d'empilement pour prendre en compte ces incertitudes d'une façon plus efficiente. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans chacun de ces 3 blocs, mais si quelqu'un est intéressé, les 2 premiers blocs, ça fait partie d'une publication qu'on a déjà fait chez Journal, c'est Composite Structures. Et les 2 et les 3, ça fait partie des proceedings qu'on a présentés chez IFASD à DEAC il y a 1 an. OK. Une fois introduite la méthodologie qu'on a développée et les grosses traits de la méthodologie, là, je vais vous montrer un peu quels sont les cas d'études qu'on arrive à résoudre avec ce type de méthodologie. Dans ces cas-là, je vais vous présenter les cas de Caracal. C'est les cas qu'on a présentés en janvier à SciTech. Et ces cas, ça porte sur une aile d'un modèle de soufflerie. C'est une aile qui a déjà été faite à l'ONERA et on a changé un peu les choses et relancé les calculs avec l'approche fiabiliste. Du coup, ici, c'est ce qu'on a, c'est une aile basée sur la géométrie CRM. Et cette aile, elle est dans une échelle petite, elle est faite pour les souffleries de Meudon. Et enfin, ce qu'on a, c'est une aile avec une peau en fibre. Du coup, ici, la partie verte et rouge qu'on voit ici. Et l'intérieur, elle est faite avec de la mousse. Et cette aile, on a 4 zones de design. Du coup, ici, c'est la même aile. C'est seulement la partie supérieure et la partie inférieure. Et on a 2 zones à chaque partie de la coque. Du coup, on a 4 zones de design. Du coup, 4 zones où il faut définir cette séquence d'empilement pour améliorer la performance de l'aile. Ici, ce qu'on veut faire aussi, c'est une optimisation aéroélastique. Et pour faire ça, on utilise les logiciels Nastran. Et notamment ici, c'est tout en basse fidélité. Du coup, tous les calculs qu'on a lancés,
On les lance avec la méthode DLM et ils sont dans la dizaine de minutes à se résoudre. Alors, je vais présenter un peu quel type d'optimisation à l'élastique on est en train de faire. D'abord, ici, la fonction objective, dans notre cas, c'est de réduire la force générée par la rafale, ou la réponse à la rafale. Cette rafale, on peut voir ici, on peut la modéliser comme une variation dans l'angle d'attaque de notre aile. Et ce qu'on voit, c'est que cette variation d'angle d'attaque, elle va générer une force verticale. Cette force va générer une accélération et ça peut générer des disconforts sur les passagers. Donc, on va réduire au maximum cet effort. Du coup, la fonction objective, ça sera de réduire au maximum cette force générée par la rafale. Et après, on va introduire plusieurs contraintes à notre problème. D'abord, les contraintes locales. Ça, on va les introduire sur des chargements statiques, donc un chargement à 2G et moins 1G. Et on va regarder la déformation équivalente maximale et on va mettre une limite sur cette déformation équivalente. Ici, on est dans un problème stochastique avec l'incertitude. Du coup, aussi, ce qu'on va fixer, c'est cette probabilité de défaillance. On veut que la probabilité de défaillance reste plus petite que la limite qu'on vient de donner. Après, dans ces cas-là aussi, on a introduit des contraintes sur l'instabilité, notamment sur les flottements, ou l'instabilité à l'élastique, c'est bien caractérisé ici chez l'ONERA. Et aussi, on va fixer la probabilité de défaillance maximale à 1%. C'est très important aussi de noter ici que dans ces moments-là, on fixe aussi les contraintes de fabrication. Donc, on a plusieurs contraintes qu'on doit prendre en compte lors de ces processus d'optimisation, notamment, pour exemple, la continuité des fibres entre les coques, donc, entre les différentes zones de notre aile. Ou aussi, pour exemple, dans ces cas-là, on introduit des contraintes sur la symétrie des plis. Donc, par exemple, pour chaque pli de moins 45, il faut avoir un autre pli de moins 45 de l'autre côté de l'empilement. Ça permet d'enlever des problématiques associées à la modélisation des matériaux composites. Du coup, je vais montrer un peu les résultats qu'on a obtenus de cette simulation. Ici, je vous montre d'abord la création de notre métamodèle. Et on a réussi à créer cette métamodèle avec un total de 155 appels à la fonction objective et à des contraintes. Du coup, ces 155, c'est vraiment les coûts les plus grands de notre optimisation et qui est très très bas par rapport à les coûts de lancer directement l'algorithme mathématique sur les fonctions objectives qui pourraient porter sur des milliers ou plusieurs milliards d'appels à ces fonctions objectives et des contraintes. On valide ça avec différentes méthodologies, avec les Leave One Out crossover. Après, une fois qu'on a créé notre métamodèle, on peut passer à la partie algorithme génétique, avec l'algorithme génétique qu'on a créé pendant la thèse, et on voit qu'il y a une certaine convergence. On a lancé ici, par exemple, 10 fois, et on voit qu'à partir de 70 itérations, on arrive à converger vers des valeurs avec une force minimale très similaire. Et c'est important de noter que même ici, on a lancé 10 fois et on n'arrive pas toujours sur la même configuration finale, mais ce qu'on voit, c'est qu'on arrive toujours dans des configurations qui ont des performances très très similaires. Alors, je vais montrer les résultats finaux qu'on obtient de ce problème. Et pour faire ça, je vais comparer avec les deux autres cas plus typiques de la littérature. D'abord, si on ne prend pas en compte les incertitudes, ce qu'on voit, c'est qu'on a une force qui est très très basse, de environ 45 newtons. Mais quand on met en compte, dans la configuration qu'on trouve ici, si on met ces incertitudes, ce qu'on voit, c'est que 53% ne réussit pas à respecter les contraintes. Puis ici, notamment, c'est les contraintes locales qui sont actives. Du coup, ça implique une rupture de la fibre dans certains endroits de l'aile. Après, ce qu'on peut faire, c'est d'introduire une marge de sécurité pour décaler les contraintes. Et ce qu'on voit avec ça, c'est que vraiment, on arrive à avoir une configuration qui est très très fiable, avec normalement 0% de probabilité d'arriver à ne pas satisfaire les contraintes. Mais ce qu'on voit, c'est une augmentation très très grande sur la force générée par la rafale, sur la réponse à la rafale. Et finalement, dans notre cas, quand on lance l'algorithme qu'on a préparé et montré, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à avoir une réponse qui est fiable, avec une probabilité de défaillance de 0,5, qui est en dessous de celle de 1% qu'on a fixée, mais avec une réponse qui est aussi très très robuste. On voit ici qu'on a augmenté seulement de 1,2% par rapport à la réponse du algorithme déterministe, avec un coût de calcul qui est un peu plus grand, mais pas énorme,
comparé avec les approches stochastiques classiques. Parfait. Alors, finalement, pour conclure, s'il faut passer au message, c'est qu'on a fait un peu la base pour une méthodologie qui permette l'optimisation fiabiliste des composites, avec notamment des approches aéroélastiques, qui sont des approches très chères. Du coup, avec la partie métamodélisation, on a été capable de réduire cette expense et on a pu appliquer ça, notamment à des cas presque industriels. On n'est pas encore sur une vraie aile, mais dans un cas qui est pas trop simple, mais pas trop complexe non plus. Avant, on trouvait à la littérature seulement des cas de plaques avec 2 variables de design, et là, on est arrivé à monter jusqu'à la cinquantaine de variables de design. On voit que ça avance vers les cas réels industriels. Et finalement, au niveau des perspectives de la thèse, on va continuer à améliorer toute la partie métamodélisation pour être capable de gérer des cas un plus complexes et à plus haute dimension. Et aussi, comme perspective, rédiger la thèse et soutenir avant la fin d'année, ça serait très bien aussi. Voilà pour la présentation, et j'ai fini avec cette dernière slide, où je montre un peu les travaux qu'on a fait. On voit la publication chez Composite Structures. On a fait 2 conférences avec Proceeding, plusieurs conférences, et on a 2 articles en préparation et une autre conférence qui va arriver bientôt. Merci beaucoup, et n'hésitez pas si vous avez des questions.